C'est venu vers les 16-17 ans, je dirais. Au-delà du fait que j'avais toujours eu une passion pour la littérature fantastique, médiévale fantastique, la fantasy, aussi pour l'occultisme ou la science de la religion en règle générale. Après, justement avec des amis, on a découvert le jeu de rôle papier. Donc un jeu de rôle papier en fait c'est à mi-chemin entre comment dire, le théâtre, l'improvisation théâtrale plutôt, le théâtre, et le côté ludique. Donc l'idée c'est qu'on a des feuilles de personnages sur lesquelles on a les caractéristiques du personnage qui lui donnent tout le descriptif, que ce soit ses compétences, à quel point il est, je sais pas moi, intelligent, beau, tout ce qu'il connaît pas, son histoire aussi. Et justement donc avec cette fiche de perso on doit se glisser dans la peau du personnage et on va jouer des scénarios dans un univers qui est défini par une base de jeu de rôle, ce qui fait qu'on se retrouve à plusieurs autour d'une table. Ici justement j'ai un exemple de base de jeu de rôle, donc ça c'est un petit bouquin de 500 pages qui explique tout l'univers dans lequel se déroule le jeu. C'est ce qu'on appelle le maître du jeu, c'est le conteur principal, c'est lui qui crée son scénario, qui crée l'histoire dans laquelle nous après on va pouvoir évoluer. Donc en fait le maître de jeu a pour but de créer un cadre scénaristique et ludique, et après à nous, en fonction des règles, mais aussi des traits de notre personnage, de ses caractéristiques psychiques, physiques, de l'incarner, de se mettre dans la peau de ce personnage et de réagir comme il est censé réagir. Donc le jeu de rôle a cet aspect-là où justement on s'évade un peu de la réalité, mais c'est un côté aussi très conceptuel, très créatif, il faut être imaginatif. C'est énormément démocratisé autour des lieux et surtout dans les pays où il y a les plus gros trucs, du style en Allemagne, c'est au Canada, ouais. Il y en a aussi des énormes, ça s'appelle Bicoline, et c'est un lieu qui est construit, et qui reste là à l'année. Il y a des gens qui habitent là à l'année, des artisans qui habitent là à l'année, et donc tu peux aller le visiter en tout temps, et il y a des périodes, 2 jours, 1 semaine, 2 semaines, où il y a des gènes qui se passent sur place. C'est jamais tous les mêmes, mais il y a un lieu construit en dur. Alors qu'il y a des villes de tentes qui se créent autour dans les champs, voilà. Mais la ville, la base, ça existe. Et c'est aussi une très bonne façon de se retrouver avec ses potes pendant une semaine où on partage tous la même passion, on parle tous de la même chose. Un pion au milieu d'une masse énorme, il y a 10 000 personnes sur le terrain de jeu, 8 000 joueurs, 1500 PNJ, plus encore les artisans, enfin toute la ville. Ces deux passions, le jeu de rôle et son extension, le jeu de rôle grandeur nature, sont quelque chose qu'on a trouvé très formateur dans notre groupe d'amis. Alors c'est pas forcément le cas pour tout le monde, mais ça aide, globalement ce qu'on voit c'est que ça aide quand même beaucoup de personnes qui seraient peut-être par exemple introverties ou timides à pouvoir incarner d'autres rôles, à pouvoir faire des choses qu'ils feraient pas dans la vraie vie et à les aider à se développer un peu à ce niveau-là, en ce sens où de toute manière on est dans une ambiance bon enfant où tout le monde se respecte, une ambiance fêtarde aussi, on va pas se cacher, mais du coup tout se passe toujours très bien, il n'y a jamais de problème dans ce genre d'événement et il y a toujours un profond respect aussi. Si je pense aux genres auxquels sont rattachés, aux genres peut-être littéraires ou artistiques auxquels sont rattachés ces jeux, il y a de tout. Il y a du médiéval fantastique, donc c'est-à-dire en gros du Seigneur des Anneaux, c'est l'équivalent, c'est l'exemple typique. Il peut y avoir du futuriste, de la science-fiction, par exemple du Star Wars, des choses comme ça. C'est vraiment intéressant pour nous, c'est quelque chose que je trouve qui était très très bien parce que ça développe les capacités d'improvisation qui servent quand même, parce qu'une fois que vous savez comment improviser devant 50 personnes quand vous devez faire un discours costumé en armure et puis que vous devez vraiment jouer votre rôle, après quand vous arrivez à un entretien d'embauche, savoir parler, faire votre truc, ça va quoi. Donc tout ça par exemple c'est des choses qui aident et c'est pour ça que je pense que ça a une vertu très intéressante. Du point de vue historique on va dire, ou perception dans la culture populaire du jeu de rôle, il y a plusieurs aspects. Pendant longtemps ça a été un loisir perçu comme un peu comme quelque chose de nerd. Ils doivent gérer 10 000 joueurs avec ce que ces 10 000 joueurs peuvent faire. Pas vraiment indépendamment les uns des autres, mais en petits groupes de 10. Donc tu dois pouvoir tous les gérer en temps réel, de jour comme de nuit, parce que le jeu ne s'arrête pas. C'est-à-dire que cette année en plus, on avait une forteresse à tenir, on a eu des tours de garde, donc nous et
ton joueur avec des tours de garde pour pas Si on a un minimum d'intérêt pour ce genre de choses, ou alors si on a un minimum de culture aussi, ça aide simplement à pouvoir être créatif, à pouvoir improviser et à pouvoir aller plus loin. Mais même des personnes qui n'étaient pas très créatives au début, ça j'en ai vu dans mes connaissances, dans les joueurs qui commencent au début ils ont un peu de peine à se mettre dans le bain, et après d'une fois qu'ils y sont, ça va tout seul, et puis ça évolue, et puis ça les développe beaucoup à ce niveau-là. Et c'est pour ça que c'est très formateur et très intéressant, à mon avis. Ouais. Historique, c'est un peu comme souvent avec plusieurs médias ou passions. Le jeu de rôle était très mal vu dans les années 80, enfin même 70 quand il a commencé, en ce sens où on disait hey, c'est des réunions satanistes où ils parlent de dragons, de morts vivants, de trucs comme ça. Okay. Mais en gros, on a ce qu'on reproche actuellement aux jeux vidéo, de développer le côté violent, de développer tout ça, on l'a reproché aux jeux de rôle avant, on l'a reproché au cinéma, aux séries télé, ainsi de suite, et ça continuera de toute manière. Mais maintenant, c'est perçu différemment. Dans ce milieu, c'est assez intéressant parce que même quand on fait du grandeur nature, par exemple, on a vraiment tous les profils de personnes qui sont là. On a des assureurs, on a des psychologues, des psychiatres, on peut aussi bien avoir des cuistots, des tailleurs de pierre, des profs, des ingénieurs, des trucs comme ça, il y a vraiment de tout. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on se met là, déjà généralement on est coupé du monde parce que nos téléphones portables on les laisse de côté, donc tout ce qui est électronique c'est loin, ça fait du bien de faire un break. Et puis ensuite aussi, ce qui est cool, c'est que tout le monde se retrouve un peu au même niveau justement. Psychiatre, en passant par l'avocat, en passant par le cuistot, le pâtissier, on joue tous un rôle différent, et puis on est tous en train de faire la fête autour d'une bouteille avec le même thème, donc c'est assez intéressant. Une différence culturelle qu'on a aussi beaucoup, je dirais, par exemple entre la Suisse et l'Allemagne, c'est qu'en Suisse on fait beaucoup de gènes, on va dire de taille normale, de petits gènes, donc ça va les plus petits d'une vingtaine de personnes jusqu'à 100. Et puis tu as le jeu qui commence. Après nous c'est très particulier parce qu'on est vraiment on est personnage non joueur. On suit les ordres des maîtres de jeu qui sont au-dessus, qu'on n'a jamais vu, qui donnent des ordres à des Spielleiter, DSL. C'est des maîtres de jeu, mais c'est vraiment le plus bas grade dans les joueurs. Mais ils ont tous des oreillettes, il y en a 200 sur le terrain de jeu, ils courent dans tous les sens au niveau technique. C'est une horreur de faire un jeu pareil. Voire pour le plus gros de Suisse, quelque chose comme 150 ou 200 participants. Okay. Mais si on prend le plus grand du monde qui se trouve en Allemagne, là on est avec les mondes d'organisation, on a à peu près 10 000 personnes. Si maintenant on doit faire un gène, en règle générale, ça se passe au minimum sur un week-end. Ça commence le vendredi soir, ça finit le dimanche midi. Et puis après, il y a d'autres événements comme celui qu'on a en Allemagne où là on est sur une semaine. Il y a même un cas particulier qui est au Canada qui s'appelle Bicoline, où là le concept c'est qu'il y a l'événement se passe toute l'année. Donc, mais bon, ça, pour certains aspects c'est très intéressant, pour d'autres il y a une petite dérive mercantile donc à voir. L'idée c'est qu'eux sont propriétaires, donc le jeu de rôle s'est fondé, le GN en question, Bicoline, s'est fondé en société. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils ont un terrain réel dont ils sont propriétaires. Et chaque faction qui est dans ce terrain, donc chaque groupement de joueurs, on peut avoir, je sais pas, d'un côté, j'en sais rien, on peut très bien imaginer qu'il y a une guilde de mages, une guilde d'assassins, ou ainsi de suite. Toutes ces guildes ont leur propre bout de terrain qu'ils ont acheté en argent de jeu, alors des fois aussi avec de l'argent réel, et qui ont commencé à construire dessus justement leur établissement réellement pour vivre. Et après, il y a des grands rassemblements, des grandeurs nature de plusieurs centaines de personnes où là on règle tous les grands événements, par exemple les clans qui se trahissent, les grandes batailles, ce genre de choses, mais tout au long de l'année il y a des choses qui se passent. Les grandeurs nature sont organisées par différentes associations ou des fois à but commercial pour les plus grands comme en Allemagne, mais souvent à but juste non mercantile, et généralement toutes ces associations disposent d'un site internet. Et quand ils font un événement, ils font de la pub, ils le passent aussi parce qu'on se connaît un peu tous dans le milieu, donc on se passe entre associations les informations. On fait des réunions chaque année aussi, où on parle des événements qu'il va y avoir. Et après, quand on doit s'inscrire à un événement comme ça, justement on va sur le site, on fait l'inscription, on fait le paiement, on trouve un bouquin de règles qui explique tout ce qui est possible de faire. T'aides aussi pour la vie de tous les jours. Parce que là, en jeu, ça t'aide à t'ouvrir aux autres et à aller vers les gens, ou au contraire faire l'inverse parce que tu as décidé de jouer un personnage, alors que dans la vie de tous les jours, souvent les gens choisissent pas exactement ce qu'ils sont. Plutôt l'inverse. Dans le personnage, ce sera plutôt l'inverse de ce qu'ils sont. C'est une façon de voir l'autre côté sans le faire dans la vie de tous les jours. Ce qui permet pour un extraverti de jouer plutôt un introverti, ou l'inverse.
mais ce qui va aussi lui apprendre des choses sur la réaction des gens en face, pour la vie de tous les jours. Ça peut... D'ailleurs, ils font du jeu de rôle, des entreprises, des grandes entreprises font du jeu de rôle pour la communication interemployée, pour le leadership, le management et tout ça. Ils font du jeu de rôle. Il y a deux côtés, en fait, vraiment qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. D'un côté, tu as tout ce qui est reconstitution, le combat, la vie en groupe, complètement déconnecté. Tu fais autre chose complètement pendant une semaine avec des trucs que tu fais pas dans la vie réelle. Et se taper des groupes de 20 contre des groupes de 20 au milieu d'un champ de bataille. Voilà. Je comprends que ça puisse paraître bizarre, mais voilà, il y a des gens qui aiment ça. Donc voilà, d'un côté, il y a c'est quand même un peu lié. Tu as ce côté constitution avec fabriquer des objets, créer une vie de camp. J'utilise pas de couteau suisse. J'utilise pas de couteau suisse. J'ai un couteau que je me suis forgé. Enfin, tout va avec. Et puis de l'autre côté, il y a vraiment le détachement. C'est-à-dire que tu pars, tu es loin de la réalité pendant une semaine, tu éteins ton attel, tu es au feu de bois, tu t'éclaires à la bougie et ça va se connecter. Et puis t'as pendant que tu es en train de manger ton sanglier au feu de bois, t'entends les combats dans la plaine à 400 mètres. C'est de l'immersion et je sais pas comment expliquer, mais vraiment un détachement de la réalité. Alors il y en a qui font du jeu vidéo, il faut aussi, j'ai rien à dire. Le jeu de rôle t'aide aussi à faire ça, mais là t'es vraiment à un stade encore au-dessus où t'es dans, t'es dans ton monde complet, et ça te permet de complètement te lâcher. Et c'est une très bonne soupape de sécurité, je trouve. Mais moi en plus, je suis même plus combattant. Parce que j'en ai ras le bol de taper, je fais le porte-bannière, ce qui me permet de voir la totalité du truc, pas d'être dans une mêlée, puis tu vois les 4 personnes qui sont en face de toi, sur lesquelles tu vas taper. Mais moi, j'ai une vue, c'est les grandes batailles épiques dans les films à pied, quoi. Tu le vis, c'est dans le Seigneur des Anneaux, t'es présent, tu vois une armée d'un mur de joueurs qui se crée en face de toi. Il y en a 1500. Et là, c'est impressionnant. C'est ça, c'est un échappatoire et une soupape de sécurité dans la dure réalité de la vie quotidienne, morose et triste. Donc déjà, quand t'es un PNJ au milieu ou même un joueur au milieu de Conquest, t'as pas besoin d'avoir un background super détaillé, donc l'histoire de ton personnage, ses compétences, t'as pas besoin d'être hyper précis, quoi. Voilà, si tu veux aller te battre, tu vas au milieu de la plaine, tu vas donner des coups. Si tu veux faire du marchandage, tu vas dans le camp d'à côté et tu discutes avec les gens. C'est très ouvert, mais c'est aussi beaucoup plus flou. Tandis que dans un petit GN, tu dois avoir l'historique de ton personnage, qu'est-ce qu'il sait faire, donc ses compétences. T'as souvent une quête pour toi tout seul, et puis une quête de groupe. C'est-à-dire que tu vas aussi avoir la possibilité que les maîtres de jeu soient beaucoup plus, je vais pas dire à l'écoute, mais qu'il y ait quelque chose de beaucoup plus précis prévu pour toi. C'est-à-dire que tu sais que tu vas avoir quelque chose à faire, tu vas avoir peut-être une récompense à la clé, et là, c'est plus bon, ouais, chouette, j'ai réussi, et puis à la fin, ils disent alors ceux qui ont réussi, oui, ils ont très bien fait ce truc et tout. Quelque chose, tu crées un monde complet, au milieu d'une bulle, où il n'y a plus rien il n'y a plus d'interaction entre intérieur et extérieur. Et vraiment, donc, le plus c'est petit, plus tu vas avoir des interactions précises, soutenues, que ce soit entre les PNJ et les joueurs, que ce soit entre les joueurs entre eux,